Ariana Grande, Victoria Justice, Big Time Rush, Drake Bell, Miranda Cosgrove, The Naked Brothers Band sont tous des stars de Nickelodeon qui ont réussi dans l'industrie, mais à part Ariana, ils ont tous eu très peu de succès dans leur carrière musicale. Contrairement à Disney qui à l'époque créait d'énormes pop stars, Nickelodeon n'a jamais réussi à propulser ses enfants stars vers le succès qui leur semblait destiné. Ces deux chaînes étaient à leur apogée entre les années 2000 et 2012 avec des séries super populaires, et pendant 19 années consécutives, Nickelodeon avait plus de spectateurs que Disney. Donc Nickelodeon ont mis en place une stratégie similaire à celle de Disney qui consiste à auditionner des jeunes talents pour les faire jouer dans leur série, puis lancer leur carrière musicale. Malgré cela, les stars de Nickelodeon n'ont jamais eu de disque de platine et n'ont pas su s'imposer dans le Billboard Hot 100, sauf Ariana Grande, qui est la 4e artiste la plus streamée de l'histoire et l'une des plus grandes chanteuses de l'histoire. Mais le truc, c'est qu'il n'était même pas la star de sa série. Et oui, vous allez voir que son succès musical n'a pas forcément été créé par Nickelodeon. Aujourd'hui, on va voir comment Nickelodeon n'a pas su propulser ses talents au sommet de l'industrie musicale. Avant de commencer, je tiens à dire que Nickelodeon n'est pas la seule raison pour laquelle ces artistes ont réussi ou pas, mais on va pas se mentir, s'ils n'avaient pas eu l'exposition médiatique que leur a offert Nickelodeon, on ne serait sûrement pas en train de parler d'eux. Donc c'est en 1979 que les choses commencent, car c'est cette année-là que Nickelodeon sort sa première série, mais ce n'est qu'en 1993 que Nickelodeon Records a été créé, donc c'est le label de Nickelodeon pour produire de la musique. Dans les années 80, Nickelodeon avait beaucoup de mal, au point qu'ils perdaient plusieurs millions de dollars à l'année. Une année, ils étaient même la chaîne la moins regardée des USA, donc autant vous dire que leur priorité était d'attirer des spectateurs et qu'ils en avaient un peu rien à faire de la musique. Mais heureusement pour eux, dans les années 90, certaines séries comme Doug, Rugrats ou encore Ren et Stimpy sont devenues très populaires. Cette dernière devient d'ailleurs le dessin animé le plus regardé en 1992, qui a permis la première sortie musicale de Nickelodeon, You Idiot par Ren et Stimpy. Donc c'était un album de 20 chansons qui, comme vous pouvez vous en douter, n'a pas connu de succès. Il n'y a qu'à écouter le type de musique qu'il y avait dedans pour comprendre. Nickelodeon vont ensuite sortir 5 autres albums dans les années 90, mais aucun ne parvient à réellement percer. La première série liée à la musique s'appelait Taina, et franchement, je n'avais jamais entendu parler de cette série. Elle a duré moins d'1 an, et ça parlait d'une lycéenne qui rêvait de devenir une pop star. Elle fait partie d'un lycée musical à Manhattan. Donc dans la série, on voit Taina souvent rêver d'être une star, et dans ces rêves-là, elle chante des chansons. Nickelodeon vont publier un album en février 2001 pour compléter la série. Donc ici, la recette, c'est ce que je vous avais dit plus tôt, c'est auditionner des jeunes talents, les faire jouer dans une série, montrer que leur personnage dans cette série est un chanteur, puis publier un album qui porte leur nom pour attirer les millions de personnes qui ont regardé la série à écouter l'album. C'est d'ailleurs comme ça que 2 des plus grandes pop stars au monde ont commencé leur carrière. Oui, c'est eux deux là. En 2003, suite à l'échec de Taina, Nickelodeon sort la série Roméo, qui parle d'un enfant, donc Roméo, qui est plongé dans le milieu de la musique, puisque son père est un rappeur très connu. Mais Roméo n'est pas juste un enfant comme les autres, puisqu'il était connu dans la vraie vie, et que son premier album avait atteint la première place du Billboard Hot 100, donc Nickelodeon n'ont jamais publié d'album pour Roméo, car ils n'ont jamais vraiment réussi à le signer, étant donné qu'il était en place avant même de jouer dans leur série. En 2004, la série Drake et Josh est publiée et connaît un succès monstrueux. Je pense qu'on connaît tous cette série. Donc en gros, c'est l'histoire de Drake Bell, qui est ce gars cool qui joue de la guitare et est le chef de son groupe. Et en plus de ça, il chante le générique. Nickelodeon font d'ailleurs souvent chanter le générique à la star de la série, pour justement propulser sa popularité. En 2005, il publie ce générique après la 2e saison. Il va atteindre la 178e place du Billboard, mais ne vend que 1200 copies la première semaine. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup mieux que les albums précédents. Et pour je ne sais quelle raison, Nickelodeon n'a pas continué de travailler avec Drake pour sa musique. Donc ils vont le laisser partir, il va publier un album solo avant de signer avec Motown Records en 2006. Et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur en décidant de ne pas re-signer Drake. Car à ce moment-là, il était très populaire et les musiques qu'il chantait dans la série avaient un petit succès quand même. Mais bon, il n'est jamais devenu cette star qu'on pensait, donc on va fermer les yeux sur lui. Après ça, on a iCarly, qui a connu beaucoup plus de succès, mais avant, je dois vous parler du plus grand succès musical de Nickelodeon à cette époque, The Naked Brothers Band. Donc ça a commencé en étant un film sur Nat et Alex Wolff, 2 frères dans la vraie vie. Leur père, Michael Wolff, était musicien et leur mère actrice. Alors qu'ils enregistraient leur première chanson, leur mère a eu l'idée de faire un petit film sur ses enfants et de prétendre qu'ils étaient déjà très connus. Dans ce film, on retrouve de nombreuses célébrités qui étaient amies avec les parents. Bon, c'était pas des superstars,
mais ça restait quand même des gens assez célèbres. En octobre 2005, le film est joué lors d'un festival et va d'ailleurs gagner un prix. Et devinez qui a ce festival? Non, pas lui. C'est l'ancien président de Nickelodeon qui a bien aimé le film et finit par créer une série à partir de ce même film. Donc la série voit le jour en février 2007. Elle dure 3 saisons et chacune des saisons est accompagnée par un album. Leur premier album commence à la 23e place du Billboard, tout comme le second, intitulé I Don't Wanna Go to School, donc je ne veux pas aller à l'école, faisant des deux frères les deux chanteurs les plus populaires de Nickelodeon à ce moment-là. Revenons à iCarly. Donc la série a été diffusée pour la première fois en septembre 2007 et a accumulé 4,2 millions de spectateurs. Miranda Cosgrove chantait le générique avec Drake Bell, mais dans la série, elle n'était pas une chanteuse mais une star d'internet, c'était un peu la première streameuse. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Kai Cenat l'a ramené dans un de ses lives il y a quelques jours et j'ai trouvé ça stylé. Bref, revenons à nos moutons. Après la première saison, Nickelodeon sort une bande-son, donc un mini-album, qui atteint la 28e place du Billboard Hot 100 et prend la première place du Billboard Kids Album, donc les sons pour les enfants. Là, Nickelodeon semble tenir quelque chose. Après leur meilleur succès avec les Naked Brothers, ils battent le record avec iCarly. Donc, la suite logique, on signe Miranda et on fait la même chose qu'avec les deux frères. Eh ben non, ils vont pas la signer, elle va donc aller signer avec Columbia Records et sort son premier album Sparks Fly qui atteint la 8e place du Billboard et un single de l'album est même certifié disque d'or. Là, bravo Nickelodeon, hein. Franchement, c'était pas évident de rater là-dessus, mais vous l'avez quand même fait. Miranda sort 2 autres EP avec son label About You Now et High Maintenance qui atteint la 34e place du Billboard Top 200. Et pendant ce moment-là, Disney, ils enchaînent disque de platine sur disque de platine. Donc là, si on récapitule, Nickelodeon ont flop avec Taina, ils n'ont pas réussi à signer Romeo, ils ont ignoré le talent de Drake Bell et ont laissé partir leur plus grande star, Miranda Cosgrove. Ce qui nous mène à Big Time Rush. Donc là, c'est un peu différent car Big Time Rush était déjà un groupe de musique avant de signer avec Nickelodeon. Donc ils les ont d'abord signés, puis ils leur ont donné une série nommée après leur nom de groupe, donc Big Time Rush. Nickelodeon vont cette fois-ci mettre en place un partenariat avec Columbia Records pour produire la série et la musique qui va avec. Donc ils semblent avoir compris que la musique c'est pas trop leur truc, donc ils ont décidé de travailler avec des professionnels pour essayer de propulser leurs jeunes talents. Et ça a payé, car le premier single de Big Time Rush est publié au même moment que le premier épisode de la série, en novembre 2009, et c'est aussi le générique de la série, ce qui lui donne une grande exposition, puisqu'il est partout, il a le même titre que la série et que le groupe, il est au début de chaque épisode, donc quand même ça aide. Pendant la première saison, de nombreux singles sortent après avoir été introduits dans les épisodes, et cette fois-ci, Nickelodeon les publie immédiatement après, et ne fait pas la même erreur d'attendre trop longtemps, comme ils avaient fait avec Drake Bell. On dirait que l'œil de Columbia Records est pas mal. Leur premier album débute à la 3e place du Billboard Top 200 et se vend à 67 000 exemplaires la première semaine. L'album va même plus tard être certifié disque d'or. À la fin de la première saison de Big Time Rush, une nouvelle série est introduite, c'est Victorious. Donc Victoria Justice est le personnage principal de la série qui montre sa vie d'adolescente à Hollywood Arts. Ah, les bons souvenirs. Mettez dans les commentaires si vous avez regardé ces séries quand vous étiez plus jeune. Et dites-moi laquelle est votre préférée. Pour moi, parmi celles dans cette vidéo, Big Time Rush est ma préférée. En plus, il me semble qu'elle n'est plus à la télé en France. Bref, donc on avait dit que Tori Vega est une adolescente à Hollywood Arts et elle fait la rencontre de Kat, jouée par Ariana Grande, qui devient l'une de ses meilleures amies. Dans les épisodes, on les voit souvent danser et chanter. La série s'est lancée avec un nombre impressionnant de 5,7 millions de spectateurs. Donc là, Nickelodeon semble avoir bien compris. Ils travaillent sur 2 projets en même temps, et les 2 sont très populaires. En novembre 2010, la première chanson liée à Victorious sort et est intitulée Freak the Freak Out. Elle atteint la 50e place du Billboard Hot 100 un peu plus tard en février 2011, alors que la 2e saison de Big Time Rush était en cours. Le groupe sort son 3e single appelé Boyfriend en feat avec Snoop Dogg. Il atteint la 72e place du Billboard 100 et est plus tard certifié disque d'or. Et en août 2011, la première bande-son pour Victorious est publiée et elle va atteindre la 5e place du Billboard 200 avec 40 000 exemplaires vendus la première semaine. Là, les choses vont mieux que jamais. On a l'impression que les séries sont devenues tellement populaires que peu importe les chansons publiées, elles cartonnent. En 2011, le 2e album de Big Time Rush est publié, toujours pendant la 2e saison de la série. Il va atteindre la 12e place du Billboard Top 200
et se vend à 70 000 exemplaires. Mais une chose très importante se passait durant tout ça, et c'était Ariana Grande. Elle était la co-star dans Victorious, mais ses talents musicaux semblaient complètement ignorés. Mais je vais y revenir un peu plus tard. En mars 2012, le film de Big Time Rush sort et atteint 13,1 millions de spectateurs lors de sa première diffusion sur Nickelodeon. 6 jours avant, une bande-son est publiée avec des covers des chansons des Beatles et va atteindre la 44e place du Billboard Top 200, mais son succès semble s'arrêter là. Ce qui est très bizarre, 13,1 millions de spectateurs juste pour ça, surtout quand on sait que Disney a fait une promo similaire pour une de ses séries et qu'ils ont su en tirer un album certifié disque d'or. Le deuxième album pour Victorious sort en 2012 et atteint la 18e place du Billboard Top 100 et la première place du Billboard Kids. À ce moment-là, Big Time Rush et Victorious approchaient leur fin, une fin qui va d'ailleurs marquer la chute de Nickelodeon. Les 2 prochains albums pour chacune de ces séries ont assez bien performé, mais pas autant que les précédents. Mais pendant que Nickelodeon était fixé sur le fait de propulser Big Time Rush et Victoria Justice au rang de superstars, ce qui en soi fonctionnait bien car entre 2010 et 2012, Nickelodeon semblait presque rattraper Disney en termes de stars créées. Mais pendant tout ça, ils ont laissé le plus grand talent leur passer juste sous le nez, Ariana Grande. Bizarrement, elle n'était pas très présente dans les albums pour Victorious, bien que son talent semblait évident. Mais Nickelodeon continue d'ignorer son talent, tellement qu'elle a fini par poster ses propres covers sur YouTube, des covers de Mariah Carey et Whitney Houston, des chansons qui sont presque impossibles à imiter, mais elle y arrivait. Ces vidéos vont amasser tellement de succès qu'il finit par signer chez Republic Records, mais à ce moment-là, ça ne semblait pas être un grand problème, car, ok, même si on a perdu Ariana Grande, on a toujours Victoria Justice et Big Time Rush qui semblaient destinés à devenir des superstars. Mais peu après la fin de la série Big Time Rush, ils vont se faire remplacer par One Direction qui prennent le monopole. Et après que Victorious soit fini, Victoria Justice a signé chez Columbia Records et a publié un single intitulé Gold qui était un échec et elle va finir par quitter le label. Seulement 3 mois après que les stars les plus prometteuses de Nickelodeon aient flop, Ariana publie son premier album nommé Yours Truly qui casse tout. Il atteint la première place du Billboard 200, se vend à 138 000 exemplaires la première semaine et est même certifié disque de platine la première année. Nickelodeon ont depuis essayé de se reprendre avec des séries comme How to Rock, qui était censé être comme High School Musical, ou encore Wizards of Waverly Way. Perso, j'ai jamais entendu ces noms et je pense que ça en dit long sur leur succès. De toute manière, aujourd'hui, l'apparition de tous les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, encore YouTube a entraîné la chute de Nickelodeon et Disney. Les enfants préfèrent regarder High Show Speed que des bonnes séries Nickelodeon. Ce qui honnêtement, je trouve dommage. Je sais pas vous, mais moi j'ai tellement de bons souvenirs avec les séries de Nickelodeon que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, les enfants regardent moins ce type de contenu. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu comprendre un peu ce que je racontais.